Nous allons commencer. Merci d'être là. Euh, donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est la collaboration entre les conseillers en emploi et les cliniciens. Et vous avez trois conseillers en emploi de Socrate qui sont présentes. Et donc, après mon exposé, vous pourrez leur poser toutes les questions qui vous viennent. Voilà. Et donc, moi, je m'appelle Guy Deleu et je viens d'avoir 70 ans. Et je suis maintenant, depuis aujourd'hui même, 1er décembre, post-senior. Alors, vous vous demandez qu'est-ce que c'est qu'un post-senior? Vous avez là le conseil des sages de l'hôpital Vincent Van Gogh. Et donc, dans le conseil des sages, effectivement, ça va de 60 à 74 ans pour l'instant. Alors, vous êtes pré-senior entre 60 et 65 ans. Et vous avez Rudy Guillaume, pour ceux qui connaissent, qui est dans cette catégorie-là. De 65 à 70 ans, vous êtes senior. Et là, vous en avez trois. Vous avez Pierre van der Kellen, vous avez euh, Peter, enfin, euh, François, euh, François Charon et Peter Castro. Et puis, à partir de 70 ans, les choses changent et vous devenez post-senior. Et puis, à 75 ans, qu'est-ce qu'on devient? Et alors, j'ai quelqu'un qui m'a dit, ben, vous devenez éveillé. Voilà. Et donc, c'est vrai que dans tout ce parcours et dans tous nos contacts, je découvre quand même qu'il y a une sorte d'évolution chez nous. On a comme un supplément d'âme. Et c'est un peu comme si, je veux dire, il y a une phrase de l'écrivain François Scheng, sur le tard, je me découvre une âme. Bon. Mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, le sujet d'aujourd'hui, on va sauter des générations. C'est Socrate Emploi, les conseillers en emploi et ce fameux programme gestion de la maladie et rétablissement au travail. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, vous êtes nouveau ici. Donc, voilà toute l'équipe Socrate en emploi. Et dans Socrate Emploi, vous avez en fait deux équipes. Vous avez Socrate historique, qui existe depuis 2006 et qui compte trois personnes. Et vous avez Socrate Inami, qui est une équipe qui a été créée en 2018 dans le cadre de l'étude Inami, une étude Inami en double aveugle sur 5 ans. Et donc Socrate était une des équipes sur le territoire belge. Et donc cette équipe IPS a débuté en 2018 et l'étude a débuté en 2018 jusqu'en 2023, donc en principe elle s'achève, mais elle a été renouvelée pour 2 ans. Et après, ce mode d'équipe et de fonctionnement va être pérennisé d'une façon ou d'une autre. Donc voilà où en est Socrate actuellement. Voilà. Alors, le plan de ma présentation, c'est, puisque le sujet, c'est la collaboration entre les cliniciens et les conseillers en emploi, que dit l'échelle de fidélité IPS sur la collaboration avec les cliniciens? De quel type d'aide un conseiller IPS a-t-il besoin sur le plan clinique? La notion de référent clinique et le fameux programme gestion de la maladie, rétablissement au travail, et les manuels et les perspectives par rapport à, je veux dire, ce document. Alors, je ne sais pas si vous connaissez le modèle IPS, mais donc c'est un modèle de soutien à l'emploi qui, je veux dire, est considéré comme une evidence-based, une pratique basée sur les preuves, et qui fonctionne sur base de 8 grands principes.
dont je parlerai, enfin je veux dire, si vous le souhaitez, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais dans les questions que vous aurez, j'ai les 8 grands principes que je vous montrerai, et on pourra discuter autour de ça avec les conseillers en emploi. Voilà. Alors, il y a une échelle de fidélité par rapport au modèle IPS, et un des points, un des grands principes, c'est une collaboration étroite entre les conseillers en emploi et les cliniciens. Bon. Et alors, au niveau de cette échelle de fidélité, voilà ce qui est indiqué. Donc, il faut une intégration de la réadaptation au traitement santé mentale grâce au travail d'équipe. Les conseillers en emploi font partie d'un maximum de 2 équipes cliniques dont proviennent au moins 90% de leurs dossiers. Et donc, l'idée, c'est que le modèle IPS est un modèle issu des services de santé mentale. Et c'est financé par le système de santé mentale. Et c'est l'idée que les patients qui sont suivis par des équipes cliniques d'hôpital de jour ou de suivi dans la communauté puissent, je veux dire, un conseiller en emploi puisse, je veux dire, le conseiller en emploi de l'équipe IPS puisse s'intégrer à ces équipes, et suivre les personnes qui ont des projets professionnels en étroite collaboration avec les cliniciens qui suivent ces personnes. Alors, intégration de la réadaptation en santé mentale grâce à des contacts fréquents entre membres de l'équipe. Donc, les conseillers en emploi participent activement aux réunions hebdomadaires de l'équipe clinique. Ces réunions ne sont pas remplacées par des réunions administratives et des réunions où l'on discute des clients individuels et de leurs buts relatifs à l'emploi avec un processus commun de prise de décision. Le bureau du conseiller en emploi est voisin de celui des membres de son équipe clinique ou partagé avec eux. La documentation relative au traitement en santé mentale et au service d'emploi est intégrée dans un dossier client unique. C'est vraiment l'idée que auparavant, l'emploi pour les cliniciens venait après qu'on ait réglé les problèmes de santé de la personne. La vision actuelle, c'est que d'emblée, dès le départ, on intègre l'aspect emploi, je veux dire, dans le plan de traitement de la personne, étant donné qu'on vise finalement une santé, je veux dire, globale, et que l'emploi n'est pas quelque chose je veux dire, à part à ce niveau-là. Donc, la documentation, donc les dossiers, tout ce qui est les notes, la documentation relative au traitement en santé mentale et au service d'emploi est intégrée dans un dossier unique. Les conseillers en emploi aident l'équipe à envisager des perspectives d'emploi pour les personnes qui n'ont pas encore été orientées vers des services de soutien en emploi. Donc, le fait qu'il y ait un conseiller en emploi présent dans les réunions cliniques fait en sorte que, je veux dire, les cliniciens, je veux dire, souvent, ou peu souvent pensent à l'emploi. Mais le fait d'avoir un conseiller en emploi qui est là en disant, mais pourquoi vous dites que ce n'est pas possible pour lui, quelles sont, je veux dire, vos raisons et tout ça, vraiment les mentalités changent. Et on peut le dire ici, puisque, bon, Socrate fonctionne ici depuis, je veux dire, plus d'une quinzaine d'années. Et les conseillers en emploi ont participé aux réunions des équipes de l'hôpital de jour. Ça a réellement changé les mentalités au niveau des cliniciens par rapport, je veux dire, à l'emploi. Alors, il y a 5 composants clés par rapport à cette collaboration. 1. Le conseiller en emploi assiste aux réunions hebdomadaires de l'équipe clinique. 2. Le conseiller en emploi participe activement aux réunions de l'équipe clinique où l'on retrouve un processus commun de prise de décision. La documentation des services d'emploi, évaluation professionnelle ou profil professionnel, plan d'emploi, note relative au progrès accompli, est intégrée au dossier du client portant sur son traitement en santé mentale. Le bureau du conseiller en emploi est voisin de celui des membres de son équipe clinique ou partagé avec eux. Le conseiller en emploi aide l'équipe à envisager des perspectives d'emploi pour les personnes qui n'ont pas encore été orientées vers des services de soutien en emploi. Donc ça, c'est l'idéal. Et ça, c'est ce qui est
Je veux dire, si ça c'est rempli, eh bien, l'équipe reçoit davantage de points par rapport à la fidélité au programme. Mais dans la réalité, ce n'est pas toujours évident. Et c'est, je veux dire, et on verra plus tard. Et ici, ce dont je vais vous parler, c'est qu'en été, on a une réunion avec les conseillers en emploi et on a discuté de finalement qu'est-ce qu'un conseiller en emploi attend comme information d'un clinicien par rapport aux patients. Et donc, on a fait une liste de ce que les conseillers en emploi ont besoin sur le plan clinique, avoir des conseils sur les contre-indications d'un métier par rapport à un candidat, exemple, sensibilité au bruit, à la foule, stress lié à une tâche particulière, avoir des informations sur le fonctionnement du candidat pour prévenir les risques de rechute, avoir des informations sur la médication et ses effets secondaires éventuels, et si nécessaire, adapter celle-ci si cela est un frein à l'emploi. Exemple, candidat qui souhaite travailler tôt, mais dont les somnifères qu'il prend la veille rend le réveil compliqué. Pouvoir faire le lien entre la confrontation sur le terrain et les exercices pratiques et le suivi thérapeutique, la connaissance qu'a la personne de sa maladie. Lorsque le job coach IPS rencontre des difficultés psychologiques en allant sur le terrain avec le candidat, pouvoir relayer ces difficultés au référent clinique qui pourrait faire la continuité du travail pour faciliter l'emploi. Avoir des pistes de travail pour que le job coach adapte son accompagnement, avoir un appui administratif pour obtenir et ou garder certains droits sociaux, avoir des informations sur l'environnement familial, social, qui pourrait impacter la motivation ou l'implication du candidat dans son projet professionnel. S'il y a une rechute, avoir des conseils sur les précautions à prendre, sur les ressources disponibles, afin que le job coach maintienne un contact avec le candidat et continue de l'aider. Partager le plan d'action, participer à des réunions pluridisciplinaires d'équipes cliniques, l'approche du job choice et du référent clinique lors d'une concertation en présence du candidat est une approche différente des approches lorsqu'on est en équipe clinique. Et donc, vous voyez qu'il y a quand même des besoins par rapport aux cliniciens, enfin aux conseillers en emploi. Et donc, bon, l'expérience montre qu'il y a un dialogue qui est possible. On a moins des gens, à certains moments, on pouvait avoir, par exemple, un psychiatre qui répondait, écoutez, moi, je ne vous dis rien, c'est le secret professionnel et tout ça. Et donc, tout ça pose la question, mais qu'est-ce qu'on partage qu'est-ce qui est important par rapport à un projet professionnel pour une personne quels sont les éléments importants à partager dans l'intérêt du patient pour qu'il puisse réussir dans son projet. Alors, comme chez nous, participer aux réunions cliniques pour les job coachs, ça s'est fait et ça se fait encore, mais ce n'est pas, je veux dire, pour tous les patients possible. On a introduit la notion de référent clinique, c'est-à-dire que lorsqu'un candidat se présente chez nous, on vérifie s'il il a un clinicien et qui pourrait être le référent clinique de la personne, un psychiatre, un psychologue ou une équipe. Et donc, qu'est-ce qu'un référent clinique dans notre optique? C'est une personne issue du secteur de la santé mentale qui accepte de collaborer avec les conseillers en emploi, que le candidat peut décrire comme une personne de confiance. Voilà. Et qui, comme référent clinique, je vous l'ai dit, ça peut être le psychiatre, ça peut être le psychologue du patient, ça peut être un membre de l'équipe clinique, psychologue, ergothérapeute, infirmier, assistant social. Voilà. Alors, le référent clinique marque son accord pour soutenir son patient dans son projet professionnel et accepte de collaborer avec le conseiller en emploi. Comprend les 8 principes du modèle IPS, adopte dans sa pratique la vision du rétablissement. Et donc, c'est quand même utile que les cliniciens qui nous envoient des personnes
connaissent un peu les principes du modèle IPS et acceptent de collaborer. Hein, c'est au niveau de la candidature, c'est quelque chose qu'on demandera. Et même, je ne sais pas si ça se fait encore maintenant, il y a un document que le psychiatre ou le psychologue peut signer en disant, bah, écoutez, je soutiens, je veux dire, mon patient dans son projet professionnel et je suis d'accord de collaborer, je veux dire, avec vous. Voilà. Alors, pour moi, ça a toujours été comment dire, une source à la fois d'intérêt et de préoccupation, c'est quand on parle de la maladie et de la gestion de la maladie, mais de quoi parle-t-on concrètement? Je veux dire, on entend tout. Je veux dire, qu'un psychiatre, qu'est-ce qu'il va dire comme information à son patient? Qu'est-ce qu'il va dire sur la gestion? Je veux dire, il y a des psychiatres qui sont très, très adéquats et qui comprennent bien, et puis d'autres qui, au niveau de la réhabilitation ou en dehors du traitement et de tout ça, je veux dire, c'est pas tellement leur truc, ou alors qui restent dans des aspects très psychologiques ou familiaux ou autres. Et donc, la question, c'est, mais en fait, quand on travaille en réhabilitation et qu'on est sur des projets de retour à l'emploi, qu'est-ce qui est important? Je veux dire, de quoi il est important de discuter? Et donc, c'est important pour le patient, je veux dire, même avec lui-même, quelle est la compréhension que lui a de sa maladie et de la gestion de sa maladie? Pour le clinicien avec son patient, qu'est-ce que je dis au patient en tant qu'information? Est-ce que ça se résume au moment des consultations, je lui donne un petit conseil comme ça, on lui parle un peu du diagnostic, enfin, je veux dire, le clinicien avec son patient, au niveau de l'information, pour le conseiller en emploi avec son client aussi, mais pour les trois ensemble, parce que l'idéal, c'est une relation de partenariat entre le patient, son clinicien et le conseiller en emploi. Et partenariat, ça veut dire que chacun a à son niveau, le patient, il est l'expert, je veux dire, de sa maladie, et c'est lui qui sait par rapport à ce qui le concerne directement. Le conseiller en emploi a ses compétences, a ses connaissances, et le clinicien aussi. Et si on peut mettre tout ça ensemble au profit du projet professionnel du patient, c'est ça l'idéal. Alors, ma réflexion, c'était ceci, c'est que c'est important qu'on puisse avoir un socle commun de connaissances et de pratiques, et surtout que ce socle commun soit basé sur des études et sur, je vais le confronter, je veux dire, à des études scientifiques. Et c'est pour ça que j'en arrive au programme Gestion de la maladie et rétablissement. Alors, c'est un programme américain qui a été mis au point, je veux dire, à partir de 2002-2003. Et il y a eu une nouvelle version en 2012 du programme Gestion de la maladie et rétablissement. Un premier programme, et le but, c'était le ministère des États-Unis qui voulait encourager les équipes à utiliser des pratiques orientées rétablissement et basées sur les preuves. Et ce programme de psychoéducation, appelé Gestion de la maladie et rétablissement, avait été élaboré par des spécialistes du domaine, et les manuels étaient à la disposition, je veux dire, des équipes, un manuel pour le thérapeute, et pour l'animateur, et un manuel pour le participant. Et donc, c'est nous qui avons traduit ça en français, enfin Jean-Charles Peters et moi, en 2012. Alors, en 2015, l'Université de Boston, le Centre pour la réhabilitation psychiatrique,
ils sont fort orientés, non seulement rétablissement, mais réinsertion professionnelle. Et ils ont remanié entièrement ce programme, hein, gestion de la maladie, dans une optique de retour au travail et aux études, et aussi en mettant vraiment le patient comme au volant de son propre projet et de sa propre vie. Et donc, ils ont remanié avec toutes leurs valeurs, hein, je veux dire, c'est pas une école, mais hein, l'Université de Boston, au niveau de la réhabilitation, c'est reconnu internationalement. Et donc, ils ont fait cette transformation et qui était disponible en 2015. Et donc, moi, je l'ai acheté en 2015, en anglais, bien sûr. Et quand le projet INAMI a eu lieu, je veux dire, au niveau des universités qui géraient le projet, je leur ai dit, ben, c'est un programme intéressant. Ce serait bien que les job coachs puissent avoir accès à ce programme. Il serait bien qu'on le traduise. Et alors, bon, on a beaucoup discuté, tout le monde trouvait ça intéressant, mais on n'avait pas les budgets puisqu'on formait tous les job coachs à l'approche IPS, ça coûtait de l'argent et tout ça. Et donc, ça a été mis un peu au frigo. Et alors, en 2021, je me suis quand même dit, je suis revenu à la charge, c'est quand même intéressant. Et puis, je me suis dit, ben, je vais le traduire moi-même, mais pas tout seul. Alors, j'ai demandé à Jean-Charles, il n'est pas disponible. J'ai demandé à d'autres personnes, il n'était pas disponible. Et puis, au début de l'année, ici, j'ai téléphoné, comme je le fais de temps en temps, à Marie-Christine Kay, qui est une psychologue de Perpignan, qui a créé son centre, hein, Cohérence, d'accompagnement, hein, je veux dire, des personnes vers l'emploi et aussi vers la vie, une vie autonome. Et je lui parlais de mes projets. Et puis elle me dit, ben, écoute, je peux t'aider si tu veux. Et donc, Marie-Christine, Viviane Renoir, que certains ont rencontré, c'est une psychiatre de Perpignan. À trois, on s'est mis à traduire et en 6 mois, on a traduit hein, ce programme. On a eu l'accord de l'Université de Boston, de Marianne Farkas, et on peut, je veux dire, on a les droits de la traduction à la condition qu'on le donne gratuitement. Hein, qu'on ne se repasse de l'argent là-dessus. Et donc, ce programme est actuellement disponible gratuitement sur mon site Internet et il y a déjà eu 92 manuels pour l'usager qui ont été téléchargés et 41 manuels pour l'intervenant. Voilà. Alors, objectif pour les usagers de ce fameux programme, l'objectif est de fournir aux personnes avec une maladie mentale sévère l'inspiration, l'information et des stratégies qu'elles souhaitent pour soutenir leur objectif d'emploi. De manière générale, les objectifs de GMRT sont d'inspirer l'espoir qu'un travail significatif est possible, de travailler en partenariat avec une personne pour atteindre le mieux-être au travail, de lui fournir des informations et de lui enseigner des stratégies qu'elle peut choisir d'utiliser pour soutenir son bien-être au travail, qu'elle envisage de travailler ou qu'elle soit en train de choisir, d'obtenir et de garder un emploi. Voilà. Donc, ce programme est fait à l'intention de quel professionnel? Ben, il est fait, et notamment à l'Université de Boston, hein, c'était fait pour les conseillers en emploi, pour qu'ils aient au moins un bagage clinique, parce que aux États-Unis, avec les restrictions de budget, les personnes hein, qui étaient engagées comme conseillers en emploi IPS étaient très peu formées. Et donc, c'était un des objectifs, hein, faire ce programme et permettre aux conseillers en emploi de se former plus à la clinique, mais c'est aussi un programme destiné aux, je veux dire, aux cliniciens. Voilà. Alors voilà le contenu du programme. Hein. Il y a 9 modules.
Le premier, c'est rétablissement et travail. Le deuxième, c'est fait pratique sur les problèmes de santé mentale et le travail. Le troisième, c'est le modèle vulnérabilité stress et le rétablissement au travail. Le quatrième, c'est utiliser efficacement les médicaments et éviter les drogues et l'alcool pour sa réussite au travail. Le cinquième, c'est faire face aux défis et aux symptômes au travail. Le 6, c'est faire face au stress au travail. Le 7, c'est établir des relations sociales au travail. Le 8, c'est prévenir les rechutes. Et le 9, c'est donner le meilleur de soi-même au travail. Voilà les 9 modules qui constituent ce programme. Alors, vous avez un manuel du participant qui fait 260 et des pages. Qui est le manuel pour le patient avec des exercices, avec toutes les informations. Et donc, ce manuel vous apprend à l'usager, donc on s'adresse à l'usager, ce manuel vous apprend à revisiter vos expériences et à utiliser des stratégies et des compétences qui sont nécessaires pour apporter des changements au travail et à votre bien-être. Par conséquent, il est important que vous remplissiez les listes de contrôle et que vous effectuiez les exercices de chaque module. Chaque module vous aide à découvrir des stratégies individuelles à utiliser qui sont précieuses pour vous. Nous vous recommandons de commencer par le module 1, car il vous fournit une base de travail et de rétablissement. Après cela, nous vous encourageons à choisir les modules qui, selon vous, seront les plus pertinents et les plus utiles pour atteindre vos objectifs de travail et de bien-être. Nous espérons que ce manuel vous donnera l'occasion et l'inspiration pour atteindre les objectifs qui ont du sens pour vous. Donc voilà, le manuel du participant. Et puis, vous avez un guide de l'intervenant, donc le clinicien qui va animer ce programme avec son client, son patient. Et ce manuel fait 70 pages. Et donc, le guide de l'intervenant. Ce guide est conçu pour vous fournir les informations, les stratégies et les outils nécessaires à l'utilisation du programme Gestion de la maladie et rétablissement au travail. Une modification du programme Gestion de la maladie et rétablissement fondée sur des données probantes. L'objectif du programme est d'aider les personnes atteintes de troubles de santé mentale à vivre bien et à s'épanouir lorsqu'ils choisissent, obtiennent et gardent un emploi significatif. Il s'agit d'un guide pratique, étape par étape, pour les intervenants. Ce guide contient les valeurs, les principes et les concepts clés qui sont à la base de l'utilisation de GMRT, ainsi qu'un plan de cours pour chacun des 9 modules du programme, utilisant un langage sans jargon, des feuilles de travail pédagogiques et des ressources supplémentaires. Le guide est destiné à aider les prestataires de soins à offrir un soutien constructif aux personnes qui souhaitent travailler à atteindre leur bien-être et l'emploi. Voilà. Et donc, dans ce guide de l'intervenant, vous avez un protocole d'animation pour chaque module. Vous avez toutes les informations logistiques, durée et fréquence des séances, séances de groupe ou individuelles. Donc, ce programme peut se donner individuel et certains modules peuvent se donner en groupe. Et on vous explique, je veux dire, les stratégies, la durée d'une séance. Ce qui est aussi décrit et exposé, c'est toutes les stratégies que vous allez utiliser pour donner ce programme, utiliser ce programme. Des stratégies motivationnelles, des stratégies pédagogiques et des stratégies cognitivo-comportementales. Et enfin, j'ai ajouté à ce guide d'intervenant la traduction de l'échelle de fidélité au programme. Et donc là, vous avez toute une liste avec des points très précis pour comment donner le programme GMRT dans de bonnes conditions pour que, ça puisse être efficace pour le patient. Voilà ce que c'est que le programme GMRT. Et mon idée, effectivement, c'est que ce programme puisse être cette base commune, je veux dire, pour le patient, pour le clinicien, pour le conseiller en emploi, pour pouvoir vraiment échanger et vraiment ensemble aller dans le sens des objectifs de travail de la personne et de sa réussite et de son bien-être au travail.
Alors, une fois que cette traduction est faite, et donc elle est disponible, donc mon idée, c'est pour ça qu'on le télécharge à partir de mon site et que j'ai les coordonnées de ceux qui téléchargent le guide pratique, hein, tandis que pour le guide utilisateur, je ne recueille pas les données, mais l'idée, c'est de créer une sorte de communauté d'utilisateurs, hein, d'échanger les expériences sur l'utilisation du programme GMRT. Alors, l'autre idée, c'est d'offrir une formation à l'utilisation du programme, hein, pour les cliniciens, hein, qui puissent avoir des informations sur comment donner au mieux ce programme. Et donc, j'ai l'idée de mettre sur pied une formation que j'intégrerai à ma formation sur la réhabilitation. Et cette vidéo ici, je suis en train d'enregistrer avec Zoom, va être mise sur le site. Alors, un autre projet, hein, c'est pour les personnes qui vont qui souhaitent être suivies par Socrate Emploi, c'est d'organiser une journée de sensibilisation au rétablissement et à qu'est-ce que c'est que le soutien en emploi et quels sont les principes du modèle IPS. Et donc une journée animée à la fois par un clinicien, à la fois par un conseiller en emploi et avec la présence d'un usager qui est, hein, dans l'emploi et qui peut témoigner de son expérience. Et enfin, donc le programme a aussi été traduit parce qu'il y a ce fameux projet du CRF, Centre de réadaptation fonctionnelle, hein, qu'on souhaite appeler Socrate Academy, et qui verra peut-être le jour en 2024. Et ce programme, hein, va largement être utilisé, hein, dans le cadre de ce centre de réadaptation. Voilà. Merci de votre attention et donc, si vous souhaitez acquérir ce programme, allez sur mon site réhabilitationpsychiatrique.com et vous pouvez le télécharger sans problème. Voilà, il est 9h15, on a encore du temps pour la discussion et effectivement, Cathy, Claire et Margot de Socrate Emploi sont là, hein, pour répondre aux questions que vous auriez justement sur cette fameuse collaboration entre les cliniciens, hein, et les conseillers en emploi.